Le langage de la route reste un indispensable pour tout usager. La non-connaissance et le non-respect du code de la route, la vétusté des véhicules, des routes muettes ou en mauvais état, le comportement du conducteur sont en partie la cause de plusieurs accidents de la circulation. À travers ce numéro de la capsule citoyenne, nous vous permettons de connaître mieux la signalisation horizontale, l'utilité de faire son contrôle technique et d'autres règles de bonne conduite pour réduire les accidents de la route. Et pour en parler, nous avons avec nous un moniteur. Il s'agit de Monsieur So Elhaj Abdoulaye qui va nous donner d'amples explications par rapport à des situations que nous avons pu recueillir dans la circulation routière. Monsieur So, bonsoir. Bonsoir, Sari. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Merci. Alors on va commencer directement par cette toute première question avec ces toutes premières images que nous avons par rapport au non-respect des feux de la circulation. Il y a donc des situations où les feux sont grillés par des véhicules, notamment par des ambulances ou des autorités qui ne respectent pas le feu, et même des citoyens. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est permis? Nous avons les véhicules d'urgence prioritaires, nous avons aussi les véhicules d'urgence non prioritaires. Okay? Il y a certains véhicules ici, ce sont des véhicules d'urgence non prioritaires. C'est par exemple les ambulances, l'ambulance fait partie de ça en fait. Okay? Maintenant l'ambulance ne doit pas griller les feux. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si l'ambulance grille les feux, l'ambulance déjà est préparée. Il y a peut-être un malade dans le véhicule. Okay? Le malade doit être évacué d'urgence dans un établissement hospitalier. Maintenant, imaginez que vous brûlez le feu, vous êtes dans votre ambulance et que vous heurtez des piétons par exemple. Vous allez augmenter les blessés, vous allez augmenter les sinistrés. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Donc l'ambulance ne doit pas griller les feux? Ce n'est pas du tout possible, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ça se fait chez nous, mais c'est pas normal. Mais l'inconvénient, c'est que la raison, je dirais, c'est que c'est parce que aussi nous n'avons pas les véhicules dédiés à ça, en fait. S'il y a un accident tout de suite là, peut-être on appelle l'ambulance pour faire ce travail. Ce n'est pas l'ambulance qui est dédiée à faire ce travail. C'est les sapeurs-pompiers. Et les sapeurs-pompiers font partie des véhicules d'urgence prioritaires, en fait. Nous avons aussi les SAMU et les SMUR. Les SAMU dans certains pays, les SMUR dans d'autres pays. Ce sont des véhicules d'aide médicale en fait. Okay? D'accord. Donc si on récapitule, les ambulances ne doivent pas griller les feux. Non. Mais les sapeurs-pompiers ont la possibilité de griller les feux. Parce que si les sapeurs-pompiers ne sont pas là à temps, il peut y avoir beaucoup plus de dégâts. C'est l'inverse au niveau des ambulances. Si l'ambulance prend un malade dans un hôpital, c'est qu'on suppose qu'il y a les dispositifs dans l'ambulance même, les dispositifs médicaux dans l'ambulance pour transbahuter le malade à l'hôpital sans qu'il y ait de problème majeur. D'accord. Alors le deuxième cas que nous avons recueilli dans différentes artères de la ville de Conakry est la connaissance de la signalisation horizontale. On a l'impression que cette signalisation, elle n'existe que pour embellir la route. Alors que ce n'est pas le cas, il y a bien une signification sur cette signalisation horizontale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Évidemment, moi je vais faire un petit récapitulatif. Nous avons 4 types de signaux routiers. Nous avons le policier, donc l'agent régulateur de la circulation qu'on appelle l'hypersignalisation parce que tout le reste des signalisations le remplace. Après nous avons les feux, nous avons les panneaux, après nous avons les marquages au sol qu'on appelle la signalisation horizontale. Alors les marquages au sol, c'est le seul signal routier qui peut remplacer tout le reste en même temps en fait. Il travaille avec tout, il est un peu polyvalent. C'est pour cela qu'il est hyper important. Voilà. Donc la signalisation horizontale, ce n'est pas pour faire joli. C'est l'une des signalisations les plus strictes. C'est parce qu'on ne peut pas mettre des policiers d'ici jusqu'à Zérekoré, par exemple, et qu'ils soient là à chaque mètre sur la voie publique. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, il y a justement une certaine différence par rapport à la signalisation horizontale. C'est qu'il y a, par moment, nous observons qu'il y a une ligne continue et par d'autres moments une ligne discontinue. Évidemment. Et après il y a les zébras, etc. À quoi ça sert tout ceci? Nous avons les lignes. En parlant des marquages au sol, nous avons principalement les lignes. Nous avons 2 types de lignes. Nous avons les lignes continues et les lignes discontinues. Maintenant, les lignes discontinues aussi, il y a 2. C'est quoi une ligne continue? Quand vous voyez la ligne elle est continue, c'est que vous êtes en plein dans un danger. Donc en ce moment, le dépassement il est interdit. Maintenant, on appelle communément dépassement chez nous doublage. Doublage, ça, ça c'est formellement interdit quand vous avez une ligne continue. Donc en ce moment, vous restez dans votre cadre, sur votre voie. Maintenant, les lignes discontinues, nous avons 2. Nous avons les lignes discontinues
okay, qui délimitent la chaussée. Et nous avons les lignes discontinues de dissuasion en fait. Les lignes discontinues qui délimitent, vous allez voir, c'est de longues lignes. Okay, ce n'est pas continu, c'est coupé, mais vous allez voir, c'est des lignes de 3 mètres. 3 mètres et dans un intervalle de 10 mètres. Okay, ça veut dire que la voie elle est rectiligne. Vous pouvez effectuer des dépassements et vous pouvez aller à une allure élevée. Vous comprenez? Maintenant, à un moment donné, vous allez rencontrer des lignes discontinues, mais rapprochées. Des lignes discontinues de 3 mètres, en principe quoi en fait. Ça c'est standard. Des lignes discontinues de 3 mètres, mais en ce moment, l'intervalle est de 1 mètre 33 en fait. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est comme si le policier vous disait prudence, ralentir. Il faisait ce geste-là. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit tantôt que tout le reste des signaux routiers remplace le policier. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez les lignes discontinues rapprochées, donc avec un intervalle d'1,33, ça veut dire tout simplement prudence, ralentir. Vous ne pouvez pas effectuer de manœuvre. Vous approchez, vous êtes proche d'un danger en fait. Après, nous avons ce qu'on appelle aussi les lignes de rive qui bordent la chaussée en fait. Là, ce n'est pas au milieu de la chaussée, mais en bordure de chaussée. Les lignes discontinues que nous observons sur l'autoroute par exemple, à quoi ça sert? Par endroit, il y a des lignes discontinues. Est-ce qu'il y a un comportement à adopter? D'abord, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un comportement à adopter à ce niveau-là? Évidemment, nous rencontrons les mêmes types de lignes quoi, en fait, discontinues. Peu importe sur une autoroute, peu importe sur une route express, mais sur une route à double sens de circulation. Okay? Maintenant, si c'est sur une autoroute, quand vous les voyez, ça veut dire tout simplement que la route elle est rectiligne. Vous pouvez effectuer, ça scène juste les voies en fait. Vous comprenez? Maintenant, à un moment donné, quand vous arrivez au niveau à un niveau de décélération, c'est-à-dire à une sortie d'autoroute, vous allez voir, ce sont les lignes discontinues de dissuasion, donc rapprochées. Avec un intervalle on peut faire un dépassement à ce niveau? Oui, si les lignes, ce sont des lignes de 3 mètres, mais avec une interligne de 10 mètres. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut effectuer des dépassements, donc on peut faire des manœuvres en ce moment. Ça veut dire que la route elle est rectiligne. Après, nous avons aussi les lignes, les flèches directionnelles. Ça, c'est quand vous arrivez, par exemple, au niveau des intersections, on vous dit, OK, il n'y a que 2 possibilités, il y a 2 voies possibles pour vous. OK? On peut vous demander de partir tout droit ou bien de tourner à droite. Donc, on met une flèche bidirectionnelle. En ce moment, ce sont les flèches directionnelles. Nous avons également les flèches de rabattement. Les flèches de rabattement, vous allez voir, on les positionne, il y a 3 flèches en fait. On les positionne entre les lignes discontinues de dissuasion en fait. On vous dit de rester dans votre coin, vous approchez aussi un danger. En ce moment, vous n'avez aucune possibilité de partir de l'autre côté. Vous partez, c'est un risque énorme. Après, nous avons ce qu'on appelle les zébras. Les zébras, ça c'est sacré en fait. Okay? En termes de signalisation horizontale, là aussi c'est sacré. C'est comme si on posait des murets. C'est les dessins que vous voyez là, à l'approche. Oui. Par exemple, quand vous arrivez à une intersection, on scène juste les voies. On les voit souvent au niveau de l'aéroport, un peu partout dans la ville, mais juste en guise d'exemple, au niveau de l'aéroport international, il y a des zébras. Mais malheureusement, ce qu'on observe dans la ville, c'est qu'il y a des gens qui stationnent au niveau des zébras. Il y en a qui circulent dessus. Quand vous voyez les zébras, c'est comme s'il y avait des modulaires dessus. Donc c'est sacré, on ne doit pas les toucher. Considérez que c'est un terre-plein central. Vous touchez, vous faites un accident quoi en fait. C'est que l'usager doit mettre en tête. Mais si les gens ne sont pas formés à ça, ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est pour juste faire joli. Et on ne met pas ces marquages au sol là pour juste les mettre là. C'est que l'autorité sait que c'est un danger. Ok, c'est un principe. C'est une loi, c'est-à-dire c'est une règle qu'on ne veut pas que vous fassiez quelque chose, on met ça là. Donc si vous violez ce principe, ça peut impacter votre vie. Et parlons des dépassements, nous voyons des dépassements à tous les niveaux. Je pense qu'il y a des endroits où on ne doit pas faire de dépassement. C'est à quel moment est-ce qu'il faut faire des dépassements et c'est à quel moment il ne faudrait pas en faire. Si vous avez constaté, au niveau de la route nationale, les accidents les plus gravissimes, on parle de 3e position. Pour dépasser, il y a des conditions. Nous-mêmes, mentalement, on se prépare. Nous qui voulons, moi par exemple, qui veux dépasser, je me prépare à ça. La première des choses que je dois savoir, est-ce qu'il n'y a pas un véhicule qui est derrière moi qui veut me dépasser? Pour éviter un risque de collision entre moi et le véhicule d'abord qui veut me dépasser moi-même. Vous comprenez? La deuxième des choses, je regarde, est-ce qu'il n'y a pas un signal routier qui a interdit le dépassement? Ça peut être un panneau d'interdiction, ça peut être un panneau d'indication, de fin d'indication du créneau de dépassement. Ça peut être aussi une ligne continue. Ok? Donc si je vois ça, je dois m'abstenir à dépasser en ce moment. Également, je dois savoir, est-ce que le véhicule que je veux dépasser là,
son allure. Je dois calculer son allure. Au niveau de mon tableau de bord, je verrai son allure. OK? En allant au même niveau que lui. Ça, c'est OK? le cas des agglomérations ou bien... Peu importe, pour dépasser ce qu'il faut faire. C'est en des étapes en fait. OK? Donc, si je peux aller à plus de 20 km de plus de son allure, je peux effectuer un dépassement. Donc, en ce moment, je mets le clignotant. Donc, j'avertis et lui que je veux dépasser parce qu'il verra ça au niveau de ses rétroviseurs et celui qui est derrière moi. Je les avertis que je change de voie. Donc, parce qu'automatiquement, si vous voulez dépasser, vous changez de voie. Donc, je les avertis tous les deux. Après, je rentre. Je dois m'assurer aussi que là où j'effectue le dépassement, que je dois avoir une distance latérale suffisante pour effectuer le dépassement en toute sécurité. Et que devant aussi, ma vue n'est pas altérée. Il peut y avoir des brouillards, il peut y avoir de la poussière et même le soleil. Oui. Donc en ce moment, je dois avoir à plus de 50 mètres devant le véhicule que je vais dépasser. En ce moment, il n'y a pas un risque énorme. Je peux effectuer le dépassement quand on sera au même niveau. OK? Là, j'accélère pour aller à plus de 20 km que lui. Je pars devant. Là aussi, dès que je le dépasse, je ne dois pas rentrer tout de suite. D'accord. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit qu'il faut voir à plus de 50 mètres. Il faut respecter une certaine distance. 50 mètres, c'est ça? Non, pas la distance de 50 mètres qu'on doit respecter, mais on doit avoir une visibilité à plus de 50 mètres de notre position. Mais là, à quel moment je dois savoir que je dois rentrer, me rabattre, c'est quand je le verrai au niveau de mon rétroviseur central. Tant que je ne le vois pas, ça veut dire tout simplement que je n'ai pas la distance requise pour me rabattre, parce qu'il peut venir me toucher en ce moment. Maintenant, si c'est moi qui suis dépassé, là aussi il y a un aspect en fait. Si c'est moi qui suis dépassé, je dois l'aider. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, peut-être on ne va pas au même endroit, on n'a pas les mêmes priorités. En ce moment, je garde mon allure ou bien je diminue même mon allure pour le faciliter le passage. D'accord. Et je reste sur mon Donc je pense qu'il faut également miser beaucoup plus sur la courtoisie. C'est vrai qu'il y a le code de la route, mais la courtoisie est également de mise parce qu'il faudrait quand même accepter de céder quelquefois dans la circulation, même si on a raison pour le simple fait de permettre aux uns aux autres de circuler convenablement. Un conducteur dans le vrai sens du terme, c'est quelqu'un de très courtois. D'accord. C'est là, même en ce moment, on parle de priorité. Parfois, on accepte de perdre sa priorité. Ça s'appelle la courtoisie. Ça évite les accidents et les embouteillages. Donc, pour revenir sur le dépassement, si c'est la nuit, dès que je vois le véhicule qui est devant moi, je vois ses feux rouges arrière. Donc, en ce moment, je quitte de mes feux de route. Si je suis en race campagne, par exemple, je passe en feu de croisement. OK, pour ne pas altérer sa vision au niveau de son rétroviseur central. Donc, en ce moment... C'est quoi la différence de ces deux feux? Okay. Parce qu'il y a des feux qu'on doit utiliser en campagne et des feux qu'on doit utiliser en ville. Évidemment. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous observons. Oui. Moi, par exemple, je ne sais pas conduire ici la nuit. Je ne le fais jamais. Parce que je ne vois pas la nuit. Ce n'est pas parce que j'ai un problème de vision, c'est parce que tout simplement, les autres usagers utilisent les feux de route au lieu de feux de croisement. C'est quoi les feux de route? Les feux de route, ce sont les feux qu'on utilise quand on est en race campagne. D'accord. Les feux de croisement, c'est les feux, comme son nom l'indique. Quand on est en race campagne, qu'on croise, qu'on aperçoit les feux d'un autre véhicule, tout le monde passe en feu de croisement. En ce moment, ça n'altère pas la vision des usagers. Maintenant, en ville, ce qui est recommandé, dans une ville éclairée, on utilise les feux de croisement. En ce moment, tout le monde voit, tout le monde peut circuler en toute sécurité. Maintenant, pour revenir au dépassement, si c'est la nuit, dès que en le dépassant, dès que je l'aperçois, avant même de le dépasser, dès que je l'aperçois, je passe en feu de croisement. Lui, il est en feu de route. Dès que je viens au même niveau que lui, dès que je commence, j'entame le dépassement, je suis au même niveau que lui. Moi, je passe en feu de route cette fois-ci, et lui, il passe en feu de croisement. D'accord. Et s'il n'est pas formé à ça, il ne peut pas savoir en fait. Bien. Et pour me rabattre aussi, je clignote pour l'informer que je dois suivre sa voie cette fois-ci. Alors, M. Sow, il y a également un autre fait qu'on a décelé, c'est comment les véhicules traversent les rails. Généralement, nous observons des conducteurs qui se mettent carrément sur les rails, que ce soit avant ou après le passage d'un train, alors que je pense qu'en matière de conduite, cela est interdit. Il faut savoir à quel moment traverser les rails et surtout respecter une certaine distance. Et surtout, là, je ne dirais pas heureusement que le trafic ferroviaire n'est pas développé chez nous. Mais s'il était développé, on allait avoir plus d'accidents au niveau des passages à niveau, donc au niveau des rails, que sur les routes même lambda. Parce que tout simplement, les gens ne respectent pas ça. Un passage à niveau
doit d'abord avoir un signal routier qui dit aux autres usagers qu'il y a un passage à niveau. Un passage à niveau, c'est quoi? C'est quand la route traverse les rails. Donc en ce moment, quand on est en agglomération, vous allez voir comment mettre des barrières. Et les autres usagers de la route, okay, dès qu'ils voient ça, ils doivent se prémunir. C'est pour cela que le train, lui, il klaxonne incessamment. Vous comprenez, il klaxonne souvent. C'est pour informer les gens parce qu'il ne peut pas. Son temps d'arrêt est grand. Il est très lent. Donc il est obligé de prévenir à temps pour libérer la voie. Pour libérer la voie. Donc quand vous voyez un passage à niveau, un signal routier qui vous indique que c'est un passage à niveau, vous ralentissez. Après avoir ralenti, vous écoutez. Et dans la plupart des cas, vous allez voir aussi un feu rouge qui va signaler si le train il est proche. Okay? Parfois, il peut arriver que vous arrivez au niveau du passage à niveau, okay, qu'il y a un embouteillage qui se crée. En ce moment, on ne s'arrête pas au niveau du passage à niveau. On ne s'arrête pas sur les rails? On ne s'arrête pas sur les rails. C'est-à-dire qu'on maintient la distance de sécurité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut y avoir un train qui arrive et qu'il n'y a pas d'espace pour dévier. Donc on est obligé de respecter une certaine... C'est quoi la distance à respecter entre le véhicule après les rails et celui avant les rails? Bon, il n'y a pas une distance chiffrée, mais je pense que vous devez maintenir une distance suffisante vous permettant au train, s'il passe entre-temps, pendant que vous êtes arrêté, de passer en toute sécurité pour le train et pour vous-même. Il faut voir juste les deux roues arrière du véhicule que vous précédez en fait, du véhicule qui est devant vous. Maintenant, au niveau des rails, nous devons avoir une distance de sécurité permettant au train de passer en toute sécurité. Vous comprenez? Le véhicule qui est devant, quand vous dépassez les rails, vous devez être un peu loin des rails. En ce moment, le train il est derrière vous. Quand vous n'êtes pas proche aussi, quand vous êtes proche des rails, vous n'avez pas encore traversé, vous devez maintenir une distance de sécurité permettant au vent du train de ne même pas vous toucher en fait. C'est extrêmement important. Parce qu'un train peut dérailler. Il peut dérailler. Maintenant, parfois, il arrive aussi que vous tombez en panne au niveau du passage à niveau. Vous descendez, vous appelez les agents de sécurité, ou bien les agents en général, ils vont venir déplacer le véhicule. On ne maintient pas le véhicule au niveau des rails. On ne fait pas de maintenance dessus. C'est un risque, c'est un danger énorme. Parfois aussi, le train peut être proche, vous êtes en train de traverser et que le véhicule, vous faites un accident dessus, c'est au niveau du passage à niveau. Là, vous n'avez aucune possibilité de déplacer icto facto tout de suite le véhicule. Là, ce qui est recommandé, si vous êtes coincé dans le véhicule, vous pouvez même casser les vitres, vous sortez pour vous maintenir en vie en fait. C'est ce qui est recommandé. Il y a également un autre point, c'est la priorité au niveau des ronds-points. Nous avons tendance à dire que la priorité revient à la personne qui est sur la voie principale et non celle qui est au rond-point. Mais je pense que c'est tout à fait le contraire. En ce moment, la priorité appartient aux usagers étant dans l'anneau de l'intersection. Vous avez vu, il y a un terre-plein central au niveau de l'intersection. En fait, il y a même deux terre-plein centrales, mais je pense qu'il y a l'un qui est beaucoup plus utilisé que le second. Bien sûr. Et on a tendance à dire que les personnes qui sont dans l'anneau n'ont pas la priorité et qu'ils doivent attendre que ceux qui sont sur la voie principale puissent faire un dépassement ou en tout cas libérer la voie pour que les autres continuent leur chemin. Je pense que comme vous venez de le dire, c'est tout à fait le contraire qui est autorisé. Si vous avez constaté, l'hyper signalisateur, c'est-à-dire le policier, arrivé là-bas, dès qu'il y a beaucoup de véhicules dans l'anneau de l'intersection, l'anneau c'est dedans quoi en fait. Vous comprenez? Il arrête les véhicules, il arrête l'accès des véhicules au niveau de l'anneau, le temps pour lui de dégager ceux qui sont dans l'anneau de l'intersection. Vous comprenez? Donc maintenant, imaginons qu'on se croise tous dans l'anneau de l'intersection. C'est en ce moment on parle de priorité. En ce moment, si c'est un carrefour à sens giratoire, la priorité, je ne pense que s'il y a quelques personnes à ma gauche, en ce moment la priorité est à gauche. Si je quitte par exemple la route Le Prince pour aller à Bellevue et que je suis dans l'anneau, dès que quelqu'un quitte la minière pour partir vers Taouya, dès qu'on se croise, c'est à moi de m'arrêter, lui il va passer. À moins que le policier le demande de s'arrêter, de me céder le passage. Selon vous, votre regard de formateur, de moniteur, d'expert en conduite, pourquoi il y a trop d'accidents aujourd'hui à Conakry? C'est quoi la cause? En Guinée, pas seulement en fait. à Conakry, en Guinée, dans tout le pays. Surtout tout récemment, nous assistons vraiment à une recrudescence d'accidents de la circulation. Et on se demande d'où vient le problème. Est-ce que c'est par manque de formation? Est-ce que ce sont les états des routes ou bien ce sont les états des véhicules? Sincèrement,
les accidents sont causés par le manque de formation des usagers de la route. C'est l'État qui doit mettre les règles et les principes concernant la conduite. La signalisation routière, les signaux routiers sont universels, mais le code c'est en fonction du niveau d'évolution du pays en fait. Il faut que nos législateurs consultent des experts dans ce sens. Ils vont travailler sur un texte réglementaire sur la conduite automobile en République de Guinée, permettant à tout le monde de se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité. Il y a les embouteillages, il y a l'incivisme des autres. La sensibilisation ne suffira pas, il faut la formation. Merci beaucoup, Monsieur Esso, de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir surtout apporté ces éclaircissements. On espère vous retrouver très bientôt pour d'autres thèmes concernant la circulation routière. Merci. L'un des moyens dont nous disposons pour prévenir les accidents de la circulation est le contrôle technique. Cela consiste à tout simplement diagnostiquer l'état de son véhicule. Et justement, nous sommes dans un centre de contrôle technique et nous nous entretiendrons avec les responsables pour savoir qui doit faire le contrôle technique, à quel moment et pour quelle utilité. Alors, nous sommes avec la directrice générale de Maïlia Automotive, Madame Sanduno. Bonsoir. Oui. Bonsoir Aïssatou. Et merci de nous avoir reçus à Maïlia Automotive. Est-ce que vous pouvez nous parler de Maïlia? Oui, Maïlia Automotive Guinée est donc la deuxième société agréée par l'État guinéen pour faire le contrôle technique de véhicules. Nous appartenons à un groupe qui est présent en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la sous-région. C'est à quel moment il faudrait faire un contrôle technique? D'accord. Alors, donc je voulais préciser que le contrôle technique peut s'apparenter à un examen pour faire le bilan de l'état de santé des véhicules. Alors, selon la loi guinéenne, en fonction du type de la catégorie du véhicule, le contrôle technique se fait une fois par an ou 2 fois par an. D'accord. Alors vous, en tant que manager de Maïlia Automotive, quels sont les plus grands défis que vous avez aujourd'hui pour amener les gens à faire des contrôles techniques? Alors depuis notre ouverture, effectivement, l'un des gros problèmes a été de motiver la population guinéenne à venir dans les centres qui sont pourtant ouverts. Mais depuis le mois d'avril dernier, l'État guinéen a fait sortir le décret rendant obligatoire le contrôle technique pour tous les véhicules. Il n'y a qu'au mois de novembre où les agents de police et de gendarmerie avaient commencé officiellement les contrôles sur le terrain que nous avons constaté une affluence dans les stations. Ouais. Je ne voudrais pas dire qu'il faudrait sanctionner la population pour les emmener à faire le contrôle technique. Je vais plutôt dire qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience des usagers automobiles. Oui, que les citoyens comprennent l'utilité de faire un contrôle technique. L'importance d'avoir un véhicule en bonne santé et surtout l'importance de faire régulièrement le check-up du véhicule. Qui sont généralement ceux qui viennent faire les contrôles techniques? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des particuliers? Alors, au mois de novembre, nous avons beaucoup eu le grand public. Et dans le grand public, je vais préciser plus d'hommes que de femmes. Et généralement plus de chauffeurs parce que la plupart des gens voient leur véhicule pendant qu'ils sont au travail. Mais en règle générale, nous avons plus d'entreprises parmi nos clients et beaucoup moins le grand public. Est-ce que vous avez une invite pour que les citoyens, les particuliers, les entreprises puissent venir faire leur contrôle technique? Oui, j'invite franchement la population à profiter de ce service-là qui n'existait pas avant en République de Guinée et qui depuis, on va dire 2 ans, est vraiment officiel. Dans tous les pays au monde, le contrôle technique fait partie intégrante de la chaîne de valeur de la sécurisation routière. Alors nous avons des équipes dynamiques, des équipes compétentes, des équipements de pointe et nous avons un prix qui est vraiment très bas, de 242 000 à 440 000. Je pense que c'est à portée de tout le monde, une fois par an, pour s'assurer de rouler dans un véhicule en bonne santé. Merci Madame Sanduno. Je vous en prie, merci beaucoup Aïssatou. Et nous sommes à présent avec le chef station de Maïlia Automotive. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'utilité de faire un contrôle technique de son véhicule? Alors,
Pour commencer, je dirais que c'est très important de faire le contrôle technique de son véhicule. Et dans un premier temps, ça nous permet de savoir l'état de santé de notre véhicule. Dans un deuxième temps, d'être sûr de l'état de fonctionnement de notre véhicule et avoir une certaine aisance à conduire le véhicule. D'accord. C'est aussi pour une question de sécurité. Hein. Effectivement, non seulement pour vous et pour les autres usagers de la route. Tous ceux, sinon toute personne possédant un véhicule, est obligatoirement soumis au contrôle technique. Et de ce fait-là, il y a des différences. Et quand je dis différence, je parle des véhicules sortis d'usine. Eux, en Guinée, ils ne sont pas soumis au contrôle technique qu'après 3 ans. Donc, pour tout véhicule importé d'occasion, il est obligatoirement soumis au contrôle technique. D'accord. Alors, vous êtes chef station de Maïlia. Et quels sont le plus souvent les problèmes que vous décelez chez les véhicules après un contrôle technique? Alors, les défauts sont plusieurs. Mais je dirais en gros que les défauts sont plus concentrés sur la direction, l'éclairage et puis le freinage. D'accord. C'est dans ces 3 compartiments-là qu'il y a plus de défauts. D'accord. Alors, il y a également un aspect que je voudrais qu'on évoque. Okay. Il s'agit des lumières qui ne sont pas appropriées. Il y a souvent des lumières qu'on utilise la nuit qui font très mal aux yeux aux conducteurs d'en face. Est-ce que également vous arrivez à diagnostiquer ce type de désagrément parce que ce n'est pas du tout agréable? C'est d'ailleurs pourquoi un véhicule ne doit pas avoir plus de 6 points lumineux à l'avant. D'accord. Et avoir des feux non homologués, ça présente non seulement une insécurité sur la route parce que celui que vous obligez en face, il peut être gêné et adopter une position qui peut peut-être brusquer la position du volant et puis créer un accident. Et vous-même aussi, ça ne vous donne pas la position exacte de ce que vous éclairez avec vos feux non homologués. Et c'est quoi les lumières justement qui sont homologuées qu'on doit utiliser? D'accord. Les lumières homologuées sont ceux-là qui sont montés sur les véhicules, qui sont vendus avec les véhicules. Et tout ce qu'on peut rajouter, c'est vrai, il y en a qui sont homologués et il y a d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui sont homologués, nous, on arrive à les déceler parce qu'on a suivi une formation pour ça. Et avec les normes de sécurisation qui sont montées sur ces feux-là, on peut savoir qui est homologué ou qu'est-ce qui n'est pas. La réparation d'un éclairage, que ce soit sur un véhicule, une moto ou même un avion, c'est quelque chose de complexe, mais d'assez rapide à faire. Et donc, que ce soit pour un véhicule, changer même une ampoule, même vous qui êtes une femme, vous pouvez le faire avec une assistance de 2 heures de temps, vous pouvez changer une ampoule. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Moi, je me dis juste qu'il faut que derrière, on soit coaché sur comment utiliser nos éclairages pour être mieux sécurisé. D'accord. Est-ce qu'on peut justement reconnaître les ampoules homologuées aux ampoules non homologuées? D'accord. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, je dirais que c'est très facile. Parce que l'éclairage de l'ampoule non homologuée va à une intensité qu'on ne peut pas vraiment supporter. Mais pour les feux homologués, certes, les feux vont vous éblouir, mais vous arrivez quand même à rester sur votre position. Oui. Donc, juste avec ça, vous pouvez avoir. Maintenant, nous, dans notre domaine, on a un appareil là qui est un peu loin derrière nous, qu'on ne pourra pas voir, qu'on appelle le réglophare, qui nous permet de calculer l'intensité, la hauteur et même la coupure des phares. Parce que tout ça aussi, ça joue sur l'éclairage. Si tu n'as pas de bonne coupure, une bonne intensité et une bonne hauteur, ça crée aussi des soucis. Un conseil peut-être? Un conseil, je dirais de venir faire le contrôle technique. Oui. Merci beaucoup. Partant de là, il y aura plus de réponses aux questions que les gens se posent. D'accord. Faire le contrôle technique pour sa sécurité avant tout. La connaissance et le respect du code de la route permet d'assurer votre sécurité, celle de vos proches, mais également des usagers de la route. C'était le 2e numéro de la capsule citoyenne consacrée à la sécurité routière. On espère vous avoir donné assez d'éléments nécessaires qui pourront vous aider. C'était la capsule citoyenne. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro qui parlera de citoyenneté, mais également de civisme. Portez-vous bien et à la prochaine!